Bonjour Philippe Poutou, merci d'être avec nous pour ce et en même temps. Qui êtes-vous? On vous connaît sans vous connaître, vous êtes dans le paysage depuis un petit bout de temps puisque vous avez été 2 fois candidat à la présidentielle. Vous êtes le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes ouvrier mécanicien à l'usine Ford de Blanquefort, qui est une usine menacée, on en parlera tout à l'heure, menacée de fermeture en 2019. Il y a un slogan qui vous résume, c'est votre slogan de 2017, nos vies, pas leur profit. Voilà votre clip de campagne de 2017. Monsieur Philippe Poutou, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. En fait, nous, on voudrait dénoncer... Pauline, je vous laisse comme d'habitude ouvrir le débat et cuisiner notre invité. Comment on impose à un patron les licenciements? Non, J'ai compris la question. C'est bon, j'ai compris la question. Je ne savais pas qu'on pouvait rire de ça à ce point-là. Votre temps de parole est dépassé. Nous rendons dans l'antenne. C'est l'heure de la pub. Au revoir, monsieur Poutou. Merci. Vous vous moquiez des médias, mais vous voilà avec nous ce soir, justement du temps pour vous exprimer. Et on va parler notamment de cette question de la convergence des luttes. Voilà ce qu'en dit le ministre de l'économie. Il était au micro de Jean-Jacques Bourdin cette semaine. Je ne crois pas à la convergence des luttes. Non. Très franchement, non. Les colères sont diverses dans notre pays aujourd'hui. Je pense qu'il y a des colères qui s'expriment, on le voit. Il y a une grève à la SNCF, il y a de l'agitation à l'université. Enfin, je ne vois pas de point commun entre ces différentes expressions. Et je pense que la bonne méthode, c'est celle du gouvernement, c'est de traiter chaque sujet en apportant des solutions sur chaque problème, avec beaucoup de constance, beaucoup de détermination. Il ne croit pas à la convergence des luttes. Et vous ? Nous, on y croit. On sait que c'est pas gagné, mais on se bat pour ça. Et on essaie de la construire. On sait que ça, enfin, on le voit d'ailleurs, que c'est assez compliqué. Mais nous, on est en phase d'une autre convergence entre le gouvernement, les riches, le monde de la finance, le monde patronal, des fois même le monde médiatique. Et donc, nous, on se dit qu'on a intérêt à avoir une convergence de notre côté pour résister, pour être plus fort, parce qu'on voit bien qu'on est éparpillé. On voit bien qu'aussi, on cherche tout le temps à nous diviser, secteur public contre secteur privé, les vieux contre les jeunes. Donc, il y a plein de trucs qui se passent aujourd'hui qui essaient d'affaiblir notre mouvement. Ne mettez pas tout sur la table. On va y revenir précisément. Non, mais si je commence à répondre, c'est pas pour que de suite ça s'arrête. Non, mais on va y revenir. Mais sur ce qui se passe en ce moment, parce que vous espéreriez, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste est une forme de convergence des luttes? Quand on voit la colère des retraités, quand on voit la colère des étudiants, quand on voit évidemment la SNCF. Est-ce que vous la constatez, cette convergence? C'est ça ma question. Non, mais justement, j'étais en train de répondre à ça. Vous êtes... On n'est pas à l'école, d'accord, on peut discuter, voilà, et on peut prendre le temps de répondre. Il y a un problème politique qui nous est posé. Aujourd'hui, on est des millions de gens victimes des politiques de Macron, mais pas que de Macron, d'une politique, d'un égoïsme de classe des plus riches aujourd'hui qui se gavent, qui s'enrichissent de plus en plus et qui arrivent à justifier des politiques d'austérité. Qu'on soit cheminot, qu'on soit étudiant, qu'on soit ouvrier chez Ford, qu'on soit caissière dans un supermarché ou qu'on soit retraité, on est attaqué. Donc après, la question qui est posée pour nous est toute simple, c'est qu'on va se serrer les coudes, on va s'organiser ensemble et on espère arriver à construire un mouvement où il y a des millions de gens dans la rue, où même on vise une grève générale, le blocage de l'économie, en fait tout simplement un rapport de force, parce qu'en fait on est dans une guerre de classe. Il y a une guerre de classe qui est déclenchée par les plus riches aujourd'hui, qui veulent aller au bout de leur logique, c'est-à-dire prendre le plus possible dans les richesses collectives, prendre le plus possible dans la poche des pauvres. Donc la question politique est posée, c'est que nous, il faut qu'on y réponde. Et il est évident que si on veut gagner, c'est en étant tous ensemble. Donc il y a une solidarité, au minimum, une solidarité. Ouais, mais elle existe. Alors c'est vrai qu'elle est compliquée à obtenir, parce qu'elle existe de fait, parce que plein de gens ont bien cette conscience-là, parce qu'on fait la différence entre un Arnaud ultra riche avec une arrogance. Enfin, on voit ce monde de riches qui est d'ailleurs entre lui, l'entre-soi et tout ça. Et puis de l'autre côté, on voit aussi une pauvreté, une précarité qui existe. Donc on voit qu'il y a grosso modo 2 camps sociaux. Maintenant, comment on arrive à se battre ensemble, comment on arrive à organiser ça? Et c'est là où c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'outils pour nous diviser, ce que je disais tout à l'heure, public, privé, d'ailleurs les privilégiés cheminots, les étudiants, tout ça, les chômeurs. Donc nous, c'est essayer de trouver les moyens de se rassembler, de se battre ensemble et de devenir une véritable force sociale. Ouais. Enfin, vous êtes aussi, vous, très fort pour vous diviser, parce que pour qu'il y ait convergence des luttes, il pourrait y avoir convergence des gauches, par exemple. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que Jean-Luc Mélenchon, lui, est un peu hégémonique et méprise un peu tout le monde à gauche. Il méprise notamment Benoît Hamon. Olivier Besancenot est réapparu cette semaine médiatiquement parce qu'on avait le sentiment qu'il voulait aussi être sur la photo. Mais tous ces gens-là se tirent la bourre, quoi. Il n'y a pas de convergence des gauches. Donc sans convergence des gauches, comment vous voulez arriver à une convergence des luttes?
Non, mais ça fait partie des problèmes qu'on a, c'est sûr. Mais c'est deux choses complètement différentes. Mais que la gauche soit concurrente, on le voit bien, entre le PC, Mélenchon, Hamon, chacun cherche sa petite carrière, son petit pouvoir politique. Et donc on voit bien ces problèmes-là. Puis même, on pourrait discuter de la division syndicale, qui est déplorable aujourd'hui. On a vu le 19 avril où il y avait la CGT, FSU et Solidaire, et puis les autres syndicats qui appellent à rien. Donc Philippe effectivement, Martinez était mon invité aujourd'hui même, et il est même pas sûr d'obtenir un front syndical commun. Bien sûr, pour voilà. le 1er mai, hein. Donc on voit bien toutes ces difficultés-là. Il y a des esprits sectaires, boutiquiers, des concurrences les uns avec les autres. Et c'est ceux qui le payent cher, c'est pas eux en fait. C'est pas les dirigeants politiques, c'est pas les dirigeants syndicaux. C'est qui le payent cher, c'est nous, la population, nous les salariés, où effectivement on s'aperçoit des difficultés supplémentaires pour construire une véritable convergence des luttes, parce qu'on voit bien que les structures, même les directions syndicales, elles jouent pas le jeu. Mais là, vous êtes en train de nous dresser un constat d'échec en fait, parce que Apolline disait, est-ce que vous croyez en une convergence des luttes? Et c'est plutôt, est-ce que vous y avez cru? Parce qu'on voit bien que cette semaine, la mobilisation a été divisée par 2 par rapport à mars. La fac de Tolbiac a été évacuée. Même les zadistes sont un peu rentrés dans le rang. On a l'impression que le grand soir, Philippe Poutou, c'est fini. Ah, c'est compliqué, mais ça vous fait plaisir que ça marche pas. Ça a l'air, parce que c'est vrai que moi j'ai regardé le jeudi soir les informations sur BFM comme sur CNews. Non, mais c'est marrant de voir cette sorte de plaisir qu'il y a de la victoire de. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est quand même marrant de voir. Qui est quand même assez malhonnête. Non, c'est pas malhonnête du tout. On vous invite justement pour que vous puissiez en parler. Et vous dites, il y a une. Non, il y a ni satisfaction ni insatisfaction, il y a constat. Il y a des questions posées, j'aimerais bien y répondre. On a le droit de critiquer les médias. On a le droit de critiquer la façon dont l'information est traitée. Ok, on est d'accord avec ça. C'est pas parce que je suis invité que je vais vous dire que vous êtes sympa. Ok, on est d'accord avec ça. Donc voilà, il y a une sorte de satisfaction quand le mouvement s'affaiblit et que moi je fais remarquer là. Maintenant, effectivement, il y a des difficultés pour construire le mouvement social. Et je pense que je suis capable de reconnaître que c'est compliqué, c'est dur. Une bataille sociale, c'est compliqué. À Ford, on va en reparler tout à l'heure, c'est très compliqué aussi parce qu'il y a une usine qui est menacée de fermeture et c'est pas pour ça que les collègues se battent parce qu'il y a plutôt une résignation, un sentiment de faiblesse qui fait qu'on a du mal à se battre. Donc tout ça, c'est compliqué. On peut très bien lucidement faire le constat des difficultés qu'on a, de la division politique, de la division syndicale, des préjugés qui existent aussi, des concurrences qu'il peut y avoir effectivement dans la population. Tout ça, ce sont des handicaps qui font que c'est très compliqué de construire un mouvement du tous ensemble. Ceci dit, nous, on ne désespère pas, on se bat pour ça, pour construire ça. Il y a des manifestations, et d'ailleurs, il y a le 1er mai, le 3 mai, le 5 mai. Il y a pas mal de rendez-vous qui, on pense, vont jouer un rôle important on va y revenir, parce que pour l'instant, effectivement, ces rendez-vous-là ne sont pas des rendez-vous unitaires. Vous disiez que vous aviez le droit de critiquer les médias. Absolument. Merci. Mais vous pouvez aussi reconnaître la réalité, tout simplement, du constat, qui est visiblement un constat que vous partagez. Donc, sur ce point-là, en tout cas, nous regardons le monde de la même façon. Non, je pense pas quand même. Karine Pécard. Moi, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas forcément de satisfaction à voir le mouvement s'essouffler. Je ne suis pas certaine qu'à la SNCF, le mouvement s'essouffle tant que ça. En revanche, là où je trouve que vous n'êtes pas clair, c'est la question, elle est bien posée, c'est en quoi il y a des points communs dans les différents mouvements qui sont lancés. Alors, vous nous parlez depuis 1 mois et demi de convergence des luttes. Les Français aimeraient bien comprendre ce que concrètement ça pourrait être. Et finalement, on ne les voit pas. Donc, est-ce que vous voyez des points communs ? Et je voudrais vraiment les entendre. Pas simplement dire on aimerait faire la manif tous ensemble, je sais pas, du 5 mai avec Monsieur Ruffin. Donc, concrètement, c'est quoi les points communs entre, en ce moment, un étudiant, un retraité et un cheminot ? Et un pilote. C'est marrant que vous ne voyez pas ça. Enfin, quel est le point commun entre BFM et le monde de la finance ou le patronal, par exemple? Vous Alors, le voyez? attendez, du coup, je vais préciser ma question. Je vais préciser ma question. Le cheminot, on va discuter des points communs des uns et des autres. Il se bat pour comment le monde patronal, il contrôle les médias, comment il contrôle la politique. Non, il se bat pour son statut. Mais le rapport, c'est qu'on est dans le monde. Vous êtes dans un jeu qui est quand même assez pervers, qui est que. Ah, vous n'aimez pas quand on critique, là. Non, mais ça énerve. Non, mais je vais répondre. Cette convergence des luttes que vous espérez pour l'instant, concrètement, et moi je ne suis pas sur les espoirs ou pas les espoirs, je vous demande juste précisément si elle existe aujourd'hui, oui ou non. Et évidemment, vous agitez le chiffon rouge des médias. La défense par l'attaque est un peu grosse comme ficelle. Karine. C'est des revendications. Non mais là je peux répondre à la question. Oui, voilà, répondez tout à fait. Justement, voilà. Donc la question c'est quand je parle du camp d'en face, c'est pour justement souligner les solidarités et en quel point on est du même camp, l'autre, les salariés. Un cheminot, il gagne à peu près comme moi. Voilà. Donc un étudiant, il galère aujourd'hui dans des facultés de plus en plus difficiles où il y a de moins en moins de moyens, où on assiste à un démantèlement en fait du service public de l'éducation. Mais comme on assiste à un démantèlement du service public
du transport, comme on assiste en règle générale à un démantèlement de l'ensemble des services publics. La Poste, on peut discuter du postier, du facteur qui galère aujourd'hui, conditions de travail dégradées, dans la santé, dans les hôpitaux, les hospitalières, conditions de travail dégradées, des salaires, on va dire, à peu près comparables. Et dans le privé, il se trouve qu'on vit à peu près la même chose. Menaces sur l'emploi, conditions de travail qui se dégradent, de moins en moins de monde, des salaires de plus en plus bas. Donc voilà, donc là on retrouve quand même quelque chose qui fait qu'on est à peu près dans le même monde. Donc non, mais je vous explique qu'est-ce qui fait on a des points communs. Et donc après, l'autre point commun qu'il y a, qui est peut-être un peu plus général, c'est que nous, on aspire à un monde d'égalité sociale. On aspire à un monde où on peut vivre décemment, où on peut se loger décemment, on peut se soigner décemment, où on a un accès à tout ça. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile de se soigner, de se loger, de s'éduquer, de se transporter. Et on voit qu'en face, il y a un camp qui regorge de pognon et qui nous explique qu'il faudrait que nous, on se serre encore un peu plus la ceinture. Donc là, l'explication en fait des convergences ou des solidarités, c'est qu'en fait, on est dans un monde où, grosso modo, il y a deux camps sociaux. Et après, on peut toujours discuter des intermédiaires. Mais grosso modo, il y a un camp qui domine la société, qui s'enrichit et qui va expliquer aux pauvres qu'il faut qu'ils acceptent d'être encore plus pauvres. Et donc la solidarité, c'est finalement entre classes populaires, classes pauvres, et qui aujourd'hui voient que la vie est de plus en plus dure. Donc nous, on pense, oui, qu'il y a un combat politique à mener, un combat de l'ensemble de la population, salariés, publics, privés, jeunes, vieux, et c'est ces solidarités-là qu'on essaie de mettre en avant. Un cheminot n'est pas un pauvre, hein, Philippe Poutou. C'est quelqu'un qui gagne plus que le salaire médian français. Donc il faut c'est faux, ça. Il y a des ouvriers du fret, des camarades qui étaient d'ailleurs hier au débat à Ford. La pauvreté, c'est le chômage. Ils ont le même salaire, et même à Ford, on a des salaires. Non, mais c'est faux ça. On a des salaires à Ford, nous dans le privé. Il y a des collègues qui gagnent 2003, 2005, suivant le poste qu'ils ont dans l'usine. Après, évidemment, pas mal d'années de carrière, mais qui sont au-dessus de certains cheminots qui bossent au fret, qui sont aiguilleurs et tout ça. Non, niveau salaire, c'est pas vrai. Un postier gagne très mal sa vie. Et nous, on est cheminot. Justement, j'aimerais bien qu'on voit cet échange qu'il y a eu entre Emmanuel Macron, qui était dans les Vosges cette semaine, et un cheminot qui l'a interpellé. Cette réforme, je ne vais pas vous mentir, on doit la faire. On est pour faire une réforme, mais on nous a fait des propositions. Non mais on doit la faire. Les propositions de la CGT ne permettent pas de réformer. La dette, c'est pas les cheminots, c'est pas la SNCF, c'est les choix de l'État qui datent des années 80. C'est pas du respect. Mais si, c'est du respect. C'est de la provocation, monsieur Macron. Mais c'est pas de la provocation de faire ce dont j'ai été élu. C'est de la provocation. Vous n'avez pas parlé pendant le présidentiel. Mais j'ai regardé les débats. J'ai constamment dit qu'il fallait réformer la SNCF. On l'a fait en 2014, 2016, regarde les résultats. Mais ça n'a rien réglé. Oui, on s'est battu contre, c'était une mauvaise réforme, mais on fait la même chose. On a dit, pas du tout, là on fait la même chose. Qui n'avait jamais été. Non, là on éclate. Emmanuel Macron, il attise finalement? Est-ce qu'il provoque ou est-ce qu'il apaise? Non, je ne pense pas qu'il soit ni dans la provocation ni dans l'apaisement. Il mène sa politique. Et il se sent visiblement assez serein, assez sûr de lui pour la mener, cette politique-là. Mais l'arrogance d'un Macron, enfin en tout cas la sérénité d'un Macron, on pourrait dire, elle est à l'image de la sérénité d'un camp social, encore une fois, des ultra-riches qui font à peu près ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et qui se sentent assez forts pour imposer encore plus de recul. Là, la question du démantèlement des services publics, c'est la question des moyens qu'on met dans des choses qui peuvent être utiles à l'ensemble de la société. Et on s'aperçoit que plus ça va, plus on enlève des moyens à ça. Et puis, parce qu'en fait, il y a un détournement des richesses sociales. Elles sont accaparées, enfin ça se voit, c'est mathématique, c'est des chiffres. Les riches sont beaucoup plus riches qu'avant. Je finis juste l'idée. On a une évolution des fortunes des 500 plus grosses fortunes de France. L'évolution elle est exponentielle, c'est incroyable quand on voit en 10 ans les 10 premiers ce qu'ils ont par rapport à ce qu'ils avaient les 10 premiers il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Donc on voit bien que des richesses s'accumulent quelque part et donc évidemment qu'il n'y a pas de secret. C'est cette richesse là, elle est prise quelque part et ce quelque part là, ce sont les services publics, c'est tout ce qui est collectif. Il y a moins d'hôpitaux, il y a moins de bureaux de poste et on nous explique que c'est une fatalité qu'il faudrait l'accepter. Donc alors, un Macron, eh ben, c'est le représentant parfait de ce camp social qui est assez, qui va au bout de son truc. Mais comme avant on avait Hollande, avant on avait Sarkozy, parce que le président des riches, eh ben, c'est les mêmes politiques fondamentalement. Mais sauf que là ça va plus loin, c'est des étapes supplémentaires, mais c'est exactement les mêmes politiques auxquelles on assiste depuis 40 ans. Et vous en face c'est la même stratégie de la part de la CGT, qui de toute façon a décidé d'aller jusqu'au bout. Très mauvaise stratégie de la part de la CGT. Ça n'a pas marché avec la loi El Khomri, donc pourquoi vous faites ça? C'est pour ça que la convergence des luttes, c'est une autre stratégie que celle qui a été menée par Martinez et compagnie, parce qu'on n'est pas d'accord avec la stratégie de Martinez. Vous auriez fait On n'est pas d'accord parce que même les journées éclatées, là par exemple, même l'agenda de grève, voilà, tout à fait, ça se discute. Beaucoup de militants n'étaient pas d'accord avec ça, y compris dans la CGT. Vous auriez préféré quoi, vous? Ben moi, je suis pas cheminot, mais moi je pense, comme plein de gens, que la logique aurait voulu qu'on démarre sur un vrai mouvement. Mais bon, après, c'est mouvement continu et pas. Oui, voilà, mais c'est facile à dire parce que c'est vrai que c'est encore une fois, il faut tenir compte aussi du niveau de résignation qui existe parmi la
population et parmi les salariés. C'est pas si simple que ça de se dire on va se lancer dans un mouvement de grève reconductible. Donc l'agenda CGT, il a peut-être la qualité d'aider à ce que ça se prépare, ça se construise, mais ça peut aussi avoir le gros inconvénient d'étaler sur 3 mois et de finalement vous êtes en train de perdre de ce point de vue-là l'opinion publique. Non, pas du tout. Bah non, les sondages montrent les uns après les autres une baisse du soutien des Français aux grévistes. Non, moi je crois pas. Ça les Français s'organisent en plus. Hein, la grève ça ne marche plus parce que les Français s'organisent. Ils vivent avec la grève, donc vous gênez plus grand monde en fait. On gêne plus grand monde. Non, vous gênez plus grand monde. Ouais, mais c'est aussi la SNCF qui perd beaucoup de pognon. Hein, mais l'objectif, c'est pas de gêner les gens. Hein. Donc en fait, objectif réussi pour les grévistes, c'est de faire perdre de l'argent à la SNCF en fait. Hein. Mais sur donc de ce côté-là, l'objectif c'est pas d'emmerder les gens. L'objectif c'est de mener un combat social. Et ce combat social, l'adversaire, c'est la direction de la SNCF, c'est le gouvernement et c'est les classes riches encore une fois. Donc de ce point de vue-là, on rate pas l'objectif, hein, parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est on ne perd pas l'opinion. Mais vous constatez quand même que les sondages de différents instituts montrent tous effectivement que le soutien à la grève s'érode. Non, mais ça, je ne le vois pas, mais ça peut diminuer un peu, effectivement. Mais bon, nous, dans la population, quand on discute, quand on fait des manifestations, quand on est au quotidien, même dans l'usine, par exemple, Ford, où on est très peu à avoir participé à la manifestation. En fait, on avait un milieu syndicaliste qui était à la manifestation du 19, très peu de collègues. Mais les collègues qui vont pas à la manif ou qui font pas grève, c'est pas qu'ils sont hostiles, c'est que voilà, encore une fois, ils ont pas la pêche ou ils pensent que ça sert à rien, qu'on n'est pas assez fort pour changer les choses. C'est ça où il faut tenir compte de ça, parce que l'opinion publique, c'est aussi toutes ces nuances-là. C'est que c'est pas une hostilité à ceux qui font grève, c'est souvent penser que à quoi bon, parce que de toute façon on perd à la fin. C'est ça, et puis c'est ce qu'on nous répète en permanence, c'est ce que vous dites en permanence. Avant que le mouvement il est perdu, vous nous dites que déjà on a perdu. Donc c'est ça aussi les problèmes qu'on a. C'est comment on arrive à reconstruire dans nos têtes cette idée qu'à un moment donné on peut être assez fort. Et ça c'est notre boulot à nous et c'est compliqué. Philippe Poutou, la SNCF en réalité elle appartient à tous les Français. Elle appartient pas, pour le coup, au monde de la finance ou à ceux que vous dénoncez. Ouais, c'est pour ça que c'est pas eux de diriger. Ça devrait être une population, un collectif qui décide de la politique de la SNCF. Et donc, on devrait. La politique de la SNCF, c'est la même depuis des années, comme dans tous les services publics. C'est des choix aberrants. La LGV, la TGV. Et là, vous dites quand même que les oui, les choix politiques sont aberrants, bien sûr, mais c'est des choix financiers, c'est des choix de gestion financière, mais c'est comme l'hôpital. Là, pour le coup, c'est l'État détruit l'hôpital. L'État détruit la SNCF parce que l'État est au service, encore une fois, des plus riches, des politiques ultralibérales. Et donc, on le voit bien, il enlève les moyens. Philippe Poutou, qui est libre? Il enlève les moyens d'exister pour les hôpitaux et pour la SNCF et pour la Poste. Et donc, on a une destruction. Je vous repose ma question. Qui est libre aujourd'hui dans ce pays? Puisque, à vous entendre, tout le monde dépend de quelqu'un. Et même quand ça appartient à l'État, finalement, c'est quand même les grandes puissances. Comment ça? Je comprends pas la question là. Qui est libre? On parle pas de liberté. Le système d'entreprise qui fonctionnerait. Votre système. Non, mais là, ce que vous dénoncez au fond, c'est que, y compris quand c'est l'État actionnaire, donc y compris quand il s'agit d'une entreprise publique, au fond, ça n'est pas vraiment libre. C'est quand même une manière de soutenir toujours les puissants. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas une question tellement de liberté. C'est qu'on le voit bien. Enfin, après, vous pouvez fermer les yeux sur la réalité des politiques qui sont menées depuis des années. Mais quand on voit un camp qui s'enrichit et puis la destruction, parce que la destruction des services publics, c'est une aberration. Pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on aurait moins de bureaux de poste, moins de trains? Pourquoi tout ça, ce serait une fatalité? Non, alors pourquoi Arnaud il a 40 milliards? Pourquoi Arnaud il a 40 milliards? Pourquoi Bettencourt elle a 30 milliards? Donc, en fait, votre solution. Qu'est-ce qu'ils en font de ça? Votre solution. Non, mais je vous pose une question. Ce problème-là, comment c'est normal alors qu'il y a 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Votre patron à BFM, il a combien de fortune? Combien de patrons de BFM combien il a de sous? Non, mais question que je vous pose. Il faut prendre le patron de BFM, il a combien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un patron à BFM, que le patron de Bolloré à CNews, est-ce que ces gens-là, c'est normal qu'ils aient autant de pognon et qu'à côté de ça, on nous explique qu'il faut qu'on vive avec 1100. Quel est le rapport? C'est le fond du rapport. C'est le fond du problème qu'on a aujourd'hui. C'est que pourquoi il faudrait accepter un démantèlement des services publics? Pourquoi il faudrait que les cheminots, ils acceptent d'avoir moins de retraite? Pourquoi il faudrait que partout on accepte d'avoir moins de boulot, comme à Ford? Voilà, c'est ça le rapport. C'est qu'on est tous en train de vivre des reculs. On est en train de subir et des gens nous justifient ces reculs-là alors que les richesses sont énormes, alors que les moyens sont énormes dans la société, que ce soit technologique, que ce soit financièrement.
Et c'est ça qui est pas normal. Il y a un problème dans cette société, il y a un problème de gestion de la société. Pourquoi on en est là? Pourquoi il y en a qui crèvent du chômage? Pourquoi il y en a... Je comprends mais ça, c'est des problèmes politiques qu'il faut poser. Passionné. Est-ce que c'est normal que... Il y a une question quand même qui reste importante. Mais non, c'est pas vrai. Mais vous savez très bien que c'est pas vrai. La pauvreté augmente. Et que je voudrais pouvoir vous poser, Philippe Poutou, parce que finalement, vous dites que vous n'avez pas forcément le loisir de répondre. C'est rare, donc j'en profite. Mais vous voyez, je sens bien que vous vous jetez sur l'espace qui vous est donné et vous faites bien. Mais une question finalement, c'est que au fond, si vous dénoncez non seulement les entreprises privées, mais aussi les entreprises privées publiques, c'est-à-dire la gestion, qu'elle soit faite par des patrons privés ou qu'elle soit faite par des patrons publics, que reste-t-il ? Mais oui, on dénonce ça parce que c'est les mêmes logiques. L'État est au service des puissances d'argent et c'est lui qui met en place ces logiques ultralibérales, ces dérives ultralibérales qui font qu'aujourd'hui il y a une surpuissance des multinationales par exemple ou des classes riches. Elles font ce qu'elles veulent. Donc c'est ça. Donc on a les mêmes politiques. Aujourd'hui un postier, un cheminot ou une hospitalière, elle est victime des mêmes règles de rentabilité. Aujourd'hui on discute plus de rendre service aux gens, on discute plus d'usagers, on discute de clients, on discute de pognon, on discute de rentabilité. Donc et la rentabilité avant c'était que dans l'entreprise privée. Aujourd'hui, la notion de rentabilité, elle est aussi dans les services publics. Donc on dénonce la même politique. Pas de rentabilité, mais d'économie, de gestion, si vous voulez. On ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Mais si, quand c'est utile, pour des hôpitaux, il faut dépenser de l'argent. Pour la santé des gens, il faut dépenser, bien sûr. On peut pas dépenser. Il ne faut pas mettre l'argent dans le coffre-fort de Arnaud, par exemple. Il faut la mettre au service de la population. Je voudrais qu'on écoute ce que dit le patron d'Air France qui met sa démission dans la bataille. Écoutez. Une consultation par vote électronique débutera le 26 avril et se terminera début mai. Elle invitera l'ensemble des salariés de la compagnie à se prononcer sur l'accord proposé le 16 avril 2018. Je tirerai bien entendu toutes les conséquences du résultat de cette consultation. Je suis profondément convaincu que c'est ce qu'il faut pour réengager l'unité et le sens du collectif. Mon avenir personnel n'est rien au regard de l'immense enjeu pour sauver l'avenir d'Air France. Il remet son sort entre les mains des salariés. Est-ce que c'est une bonne technique ? Nous, on serait pour qu'il y ait une autogestion des salariés, évidemment. C'est une forme de gestion par les salariés, là, en l'occurrence. Nous, de toute façon, on fait effectivement une remise en cause. On a discuté pendant la diffusion du truc, là. Oui, nous, on remet en question profondément l'organisation économique et politique de la société. On pense qu'il n'y a pas la démocratie, ça devrait être la population organisée, il faudrait voir comment ça s'organise, mais qui discute et qui dirige notamment les services publics. Tout ce qui est utile à la population, ça ne devrait pas être privatisé, ça ne devrait pas être sous des logiques financières, sous des logiques de rentabilité. Donc ça pose le problème d'une gestion démocratique par en bas, avec des salariés organisés qui puissent dire, ben voilà, on fait comme ça, l'argent il va servir à ça, on va s'organiser comme ça. Donc on remet en cause, oui, ce pouvoir de la finance, ce pouvoir... Vous remettez en cause ce donc si lui démissionne et ainsi si c'est que les autres, qu'est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux ? Ben ça, justement, cette idée d'une société qui fonctionne différemment. Cette idée qui, pour l'instant, ouais, mais est-ce qu'elle se manifeste quelque part mais là, vous, on voit bien. On voit bien. Au contraire, la planète, elle va à la dérive. C'est la catastrophe, c'est les guerres, les famines, les massacres, des dictateurs qui font un peu ce qu'ils veulent, des poignées de main entre Macron et Trump. Enfin voilà, des trucs de dingue. On nous habitue à finalement, ben voilà, il y a dictateur, pas dictateur, ça mange ensemble, ça se sert la main. Il n'y a pas beaucoup de gentils dans votre monde où il y a beaucoup de méchants. Il faut quand même reconnaître qu'on est dans un monde très dur. Il y a une misère énorme parce que même si vous discutez qu'il y a de moins en moins de chômage en France, mais enfin la misère dans le monde, elle est énorme. Les inégalités sociales explosent. Et il y a de la famine, on voit des guerres, des massacres. Enfin, on a plutôt tendance à avoir une planète de plus en plus violente. Justement, on va parler une destruction planétaire au niveau de l'environnement aussi. Il y a tout ça qui se rajoute. Donc on est quand même dans un monde très dur. On va parler de ce monde très dur et du reste du monde dans un instant. À tout de suite, Philippe.